à toutes et à tous. Bienvenue sur Double Focale, notre podcast ciné. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et rejoignez-nous pour des analyses de films passionnés et décontractés. Alerte spoiler, nos avis sont ceux d'amateurs et n'engagent que nous. Mais nous espérons que vous passerez un excellent moment en notre compagnie. Que ce soit dans votre salon, dans votre voiture, à vos fourneaux ou dans le métro. Belle écoute et action. Salut! Et bonjour. Alors aujourd'hui, ce sera Le Mage du Kremlin, un film d'Olivier Assayas. Qui est adapté du roman de Giuliano da Empoli, qui est sorti en 2022. Voilà, donc ça a été un best-seller quand il est sorti. Mhm. Et ça a été un peu considéré comme le livre qui était un peu l'oracle de ce qui va se passer avec la guerre en Ukraine, parce que c'est arrivé vraiment juste un peu après. Mhm. Et Giuliano da Empoli, c'est quand même quelqu'un qui connaît très bien la vie politique et notamment la scène internationale parce qu'il a été notamment conseiller politique de Matteo Renzi en Italie. Donc voilà, il connaît très bien son sujet. Et Olivier Assayas a coécrit le film, en plus de s'inspirer et d'être soutenu par Giuliano da Empoli. Donc il a collaboré avec Emmanuel Carrère, qui est quand même un expert de la Russie contemporaine. Il y a habité, il est d'origine russe. Donc voilà, il s'est quand même très bien entouré pour parler d'un sujet qui n'est quand même pas évident pour nous, je trouve. Oui, surtout que c'est un pari un peu risqué parce que ça Mm. parle d'une personnalité qui est encore vivante Vivante, et tout à fait. politique. Et donc du coup, on imagine les difficultés qu'il y a dû y avoir pour mettre ce projet en place. Tout à fait. Voilà, parce que un film comme ça, apparemment, des dires de Olivier Assayas, c'était pas facile À à financer. financer parce qu'il y a beaucoup de capitaux russes qui sont généralement injectés dans ce genre de film et que là, du coup, ils ont préféré rester en retrait. Donc, il a fallu Mhm. trouver d'autres manières de financer le film. Tout à fait. Le film est français Mm. parce que Olivier Assayas, mais avec une majorité d'acteurs américains, Internationaux. internationaux, pour une raison de commerciale. Voilà. C'est plus simple à vendre le projet, déjà que c'est difficile. Donc voilà, il fallait que le film puisse avoir des bases solides Tout pour à pouvoir fait. être vendu à l'international. Et donc c'est un faux biopic, mais qui se base sur des personnages réels. Voilà. Et donc ce film traite de pouvoir, et notamment quelle est toute la mise en scène du pouvoir et de l'ascension de Poutine. Oui, dans les arcanes du pouvoir, ceux qui ont tiré les ficelles derrière lui, ceux qui ont en gros mis euh, à ce poste Poutine. Mm. Et du coup, on commence quand même avec quelque chose d'un peu atypique, et on en reparlera sans doute un peu après, c'est ce côté faux biopic, ou en tout Mhm. cas des films tirés d'histoires réelles, mais pas totalement, où ça, voilà, on en parlera peut-être après, mais Mm. ça peut faire débat, Mm. on va l'évoquer après. Avant de commencer plus en détail, est-ce que tu veux nous partager ce que tu as pensé du film? Ben, moi, je m'attendais à voir juste un biopic sur Poutine ou sur le conseiller de Poutine, et au final, c'était plus pour moi, je l'ai vécu comme un thriller haletant, basé sur des événements réels dans l'histoire de la Russie, et qui du coup sont un peu la Russie pour les nuls, quoi, sur les 30 Mm. dernières années, quoi. Ça vulgarise un peu toute cette période, et en vrai, avec toute la situation géopolitique en ce moment entre l'Ukraine et la Russie, d'une certaine manière, c'était intéressant d'avoir un peu comme une piqûre de rappel de tout un tas d'événements qui permettent de mieux comprendre. Alors peut-être que c'est la version simplifiée à Mm. l'occidental, et je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Pour ça, c'était intéressant. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, et je l'ai trouvé beaucoup plus audacieux que ce que je m'attendais à voir, en Mm. fait. Voilà. C'est, j'ai trouvé que c'était un bon film, Mm. un bon thriller. Mais voilà, là va être la question, biopic, faux biopic, thriller, voilà. C'est Mm. ce dont on va parler plus Mm. longuement après. Pour ma part, j'étais pas partie pour voir un thriller. Je m'attendais à voir plutôt un film sur les arcanes du pouvoir. J'ai pas été déçue. J'ai trouvé vraiment le film passionnant sur ce sujet et ça m'a permis presque d'avoir des clés pour comprendre un peu le contexte géopolitique contemporain et de mieux comprendre la Russie contemporaine, parce que c'est vrai qu'en tant que bonne occidentale européenne, c'est pas forcément voilà, un pays dont on connaît Ouais, il nous l'histoire. manque plein de clés de Il manque lecture. plein de Puis la clés de Russie, l'air de lecture, rien, elle est tout un à peu dans fait. sa bulle, dans le sens où on n'a pas beaucoup de choses qui sont véhiculées. Par exemple, ils ont leur propre industrie cinématographique. Il n'y a pas beaucoup de films russes, par exemple, qui sont exportés. Tout ça, donc c'est une série de choses comme ça qui Mm. font que
c'est un peu opaque, on va dire, pour... En tout cas, j'ai trouvé passionnant pour décrypter les mécanismes du pouvoir, extrêmement bien joué, bien réalisé, avec un bon rythme. Je ne me suis pas ennuyée une seconde. Oui, parce qu'il fait quand même 2h30, Mm, quasiment. Mais franchement, ressenti plutôt mm. 1h40, 1h50, voilà, 2 heures grand maximum, quoi. Et pour reprendre tes propos, plutôt audacieux quand même, je pense qu'effectivement, ça a vraiment pas été facile de faire ce film. Donc voilà, je peux comprendre qu'il y ait parfois des critiques ou des débats autour de films. En tout cas, pour ma part, j'ai passé un très bon moment et je vous invite à aller vous faire une opinion et ensuite à nous laisser un petit commentaire. Oui, c'est pas le film le plus, en tout cas dans la plastique, la mise en scène, le plus audacieux que vous verrez, Hmm, mais comparé à tout un tas de biopics qu'on a souvent, qui sont un peu plats ou très académiques, très classiques dans leur déroulé, celui-là, il a ce côté peut-être un chouïa un peu punk rock ouais. dans le sens Olivier Azayas, voilà, il fait les choses quand même un petit peu à sa manière, qui fait que voilà, ça met un petit caillou dans le rouage pour le Hmm, rendre un peu plus excitant comme film que hmm, simplement voilà, une simple biopic classique, quoi. tout à fait. Donc, je te laisse introduire du coup par rapport au scénario. Hmm. Alors concernant le scénario, on est sur un faux biopic, mais qui se base donc sur des faits contemporains et je pense que ça, voilà, ça explique aussi certains choix au niveau du film. Donc on suit sur à peu près 20 ans la vie de Vadim Baranov, qui est un jeune homme qui au départ vient du monde de l'art, donc puisqu'il est mis en scène dans du Metteur théâtre en un scène, peu ouais, expérimental, metteur en scène pardon, dans du théâtre expérimental. Ensuite, il est dans le monde médiatique en étant producteur de télé-réalité. mais avant Oui, ça, faut préciser que c'est la période où justement la Russie a changé tout radicalement. à fait. Tout à fait, effectivement. La Russie, elle a changé, mais je reviendrai après. Et ensuite, comment il devient conseiller de Poutine et ensuite sa retraite. Et donc, en même temps qu'on voit son ascension, on voit l'évolution de la Russie qui passe de la Russie qui est un peu post-soviétique, donc sous Eltsine. Et ensuite, comment il y a une transition qui est faite avec pendant quelques années, on va dire des années un peu De de flottement. liberté, un peu fric complète, Oui, ils et rattrapent en gros ensuite tout ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant des des décennies, et décennies. du coup, ils se retrouvent presque à l'époque des années 60-70 dans les pays plus occidentaux ou États-Unis, avec une libération Tout à fait, sexuelle, une libération libération des mœurs, culturelle. tout à fait, c'est ça. Et tout ça, c'est très très bien monté. Donc, on a un parallèle en fait entre l'évolution du pays et l'évolution de ce personnage. Donc, Vadim Baranov, le personnage de l'histoire, est très fortement inspiré d'un des conseillers de Poutine qui a vraiment existé, qui s'appelle Vladislav Surkov. Et donc, comme le personnage fictionnel, Surkov vient aussi du monde du théâtre. Il a aussi été dans le théâtre expérimental, il a aussi été dans le monde de la publicité et de la télévision, pour ensuite, à force de côtoyer des personnes du monde politique, rentrer et être au service de Poutine. Donc, vraiment, la trajectoire du personnage en étant complètement spectateur, on pourrait se dire que c'est complètement improbable et pas du tout crédible. Et en fait, si, c'est vraiment très proche de la réalité. On sait assez peu de choses sur ce conseiller, notamment sa vie familiale, mais en tout cas, dans le film, on lui prête voilà, une ascendance et on lui explique donc la vie de son père, la vie de son grand-père et ensuite sa vie de famille. Donc voilà, on lui crée une vie. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir ces parallèles-là. Mais voilà, comme il doit y avoir plein de zones de flou, je pense que c'est pour ça que le personnage n'est pas exactement le même. C'est inspiré, mais ce n'est pas une représentation directement Mhm. de la vraie personne. Et aussi pour une raison de droit, je pense aussi, pour des personnalités qui sont encore vivantes, etc., que ça, c'est peut-être compliqué de... Il ne se pose pas la question pour Poutine. En tout cas, ce que dit l'écrivain du livre, donc tous les personnages qui ont des noms connus ont réellement existé. Il s'est fortement inspiré de faits réels et en gros, ce qu'il a essayé de fictionner, je ne sais pas si ça se dit, ou Mhm. fictionnaliser, en tout cas
voilà, de romancer, c'était les dialogues et les éléments autour des faits réels. Oui, parce qu'ils peuvent pas être, voilà, une retranscription, Mot en pour étant mot. En tout cas, le scénario est très intéressant donc parce qu'il y a cette mise en parallèle, ça montre vraiment les arcanes, du pouvoir et pourquoi on est allé, chercher finalement ce Vadim Baranov ou dans la vraie vie heu, Vladislav Surkov. C'est pour leur capacité à mettre en scène et on voit, comment le pouvoir a besoin, notamment à l'ère de la télévision, des différents médias, a besoin aussi de euh, créer sa propre fiction, son propre spectacle pour pouvoir vivre et même survivre sur plusieurs décennies. oui, il faut presque le voir comme si c'était une marque qui a presque une entreprise, de société de publicité qui vont devoir, vendre la marque, Poutine avec C'est tout ça, un message derrière et du coup, le personnage de Vadim, c'est presque comme un metteur en scène ou un publiciste qui du coup, va, exactement. façonner comme ça, du coup, toute une campagne, tout un tout un narratif avec ce personnage-là. Ils vont rebondir sur, les faiblesses des autres candidats pour essayer de le mettre en avant, rebondir sur le moindre événement géopolitique qui peut être en la faveur de Poutine, sur un côté plus autoritaire, dont la Russie s'était un peu écartée, on va dire, Mhm, avec des présidents qui étaient plus folkloriques à mhm. cette période-là, qui dansaient sur scène avec de la vodka et ça. Donc c'était vraiment rien à voir, quoi. Il y avait un contraste très fort. Et du coup, voilà, il y a presque, bon, vite fait, mais une petite mise en abîme un peu par rapport au cinéma ou presque théâtral dans le côté, voilà, de mettre en scène tout un, toute une machinerie pour Mhm, mettre au pouvoir presque un acteur que tu mets mhm. sur le devant de la scène, donc Vladimir Poutine, et que derrière, tu as, toute l'équipe technique, les Mm. metteurs en scène qui Ouais, c'est en cela mettent que ça ce en ordre. film il est passionnant. En tout cas, j'ai pas souvenance, ou alors si d'ailleurs vous pouvez nous conseiller des films qui en parlent, ben, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Mais j'avais pas souvenance d'un film qui décrivait aussi bien cette machinerie, j'aime bien le terme que tu viens d'utiliser, cette machinerie autour du pouvoir. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que Vadim Baronov, bon, très fortement inspiré du conseiller, n'est pas seulement metteur en scène, il a aussi une vraie vision de la politique et a une idéologie donc, qui s'appelle le poutinisme ou ce qu'il appelle dans le film la souveraineté contrôlée, où il y a la notion de verticalité du pouvoir, c'est comment remettre de la verticalité du pouvoir après une dizaine d'années où tout était redevenu, on va dire, horizontal. Oui, c'est ce qu'il dit dans le film, et c'est C'est comme ça ça, qu'il vend d'ailleurs l'idée tout à à fait, Poutine. à Poutine qui est un candidat en devenir Oui, et et qui à ce aussi moment-là, il faut rappeler, qui est du coup le directeur du du FSB, FSB, ancien du KGB, etc. KGB. Donc Mm. c'est... C'est une manière en fait d'inciter Poutine à se lancer dans la politique Ouais. parce qu'au départ il n'est pas du tout dedans. Bon, et on pourra en reparler après parce qu'il y a des personnages qui sont très intéressants et les trajectoires des différents personnages sont passionnantes, je trouve. Et Baranov, dans le film, évoque aussi une autre stratégie qui est la stratégie du fil de fer, qui est un petit peu compliquée à expliquer là, mais si vous avez vu le film, vous le comprendrez. C'est-à-dire quand on tord, pour tordre un fil de fer, il faut tordre de Dans un manière sens, puis différente, dans un dans un sens autre puis sens, oui. dans un autre, et c'est comme ça que ça se tord. Et pour pouvoir en fait imposer notamment la Russie au niveau international, eh ben, il faut avoir cette stratégie, c'est-à-dire lancer euh, en fait pousser tous les mouvements qui peuvent paraître contradictoires. Par exemple, d'un côté, on va avoir les écologistes purs et durs et de l'autre, on va soutenir les climato-sceptiques. On va avoir d'un côté ceux qui soutiennent, je sais pas, les féministes et de l'autre côté ceux qui soutiennent les masculinistes. Et donc, c'est pousser, en fait, ils expliquent bien dans le film, tu pousses tous les courants pour en fait faire en sorte que ceux qui sont opposants à la Russie ne savent plus quel est leur ennemi en fait, et essayer de pousser tous les extrêmes pour créer des conflits partout et faire en sorte que la Russie, qui elle est stable, en tout cas ça c'est la théorie, qui elle paraît stable par rapport à ses voisins et à ses États rivaux qui eux seraient pris par des
courant conflictuel en permanence. Donc j'ai trouvé je l'ai certainement très mal expliqué là sur la dernière minute, mais en tout cas cette stratégie du fil de fer, elle est passionnante parce que voilà, ça fait partie des petites clés, je trouve, pour comprendre un peu ce qui se passe dans le monde actuellement. Hmm. Donc c'est Je- vraiment une leçon de réel politique. Ne cherchez pas en fait dans ce film un thriller classique. C'est un film super bien écrit et c'est en plus voilà, à donner des clés sur le monde actuel. Mais après, je pense que tout dépend de l'interlocuteur, en tout cas du spectateur qui a en face. J'imagine que des gens qui sont érudits de l'histoire de la Russie ou de la géopolitique en général, ça va peut-être paraître presque un peu grossier. Le film pourrait être trop simplifié ou un peu manichéen ou même juste presque scolaire. Mm. Mais si vous n'avez pas une maîtrise très grande du contexte, Comme c'était je, notre cas. voilà, je pense que ça peut être intéressant déjà pour au moins avoir un avant-goût et pouvoir Mm. après fouiller plus de son côté, de rechercher plus en avant pour se renseigner, quoi. Mm. Tout à fait. Pour bien ancrer le film dans la réalité, il- tout le long du film, on a une série de mélanges d'archives, d'images un peu avec un effet VHS, très télé, qui vont accompagner tout le film. On a des contextes comme Boris Eltsine qui est mis en avant Mm. dans certaines vidéos. On a quand il y a des attentats ou quand il y a des cérémonies d'intronisation de Poutine. On a aussi une allusion au moment où il y a la révolution orange avec Viktor Loutchenko, euh, la personnalité qui avait été empoisonnée. Et donc du coup, ça ancre dans le réel et ça nous donne un côté immersif dans le moment et qui nous fait pas douter de ce qui se passe, quoi. Mm. C'est pour ça que c'est un peu c'est ça qui est un peu délicat avec ce film sur le côté mélange de fiction et de réalité parce que du coup on sait plus trop des fois à quoi se rattacher, mais en tout cas ça permet en tout cas de suivre le film Mhm. de manière intéressante parce que du coup on est nourri par tout un tas d'images Mm. qui Et le film ne cherche pas non plus à expliquer ces événements, il les donne comme des éléments de contexte. Et ce qu'il cherche à faire, c'est un peu à décrypter ce qu'on ne voit pas à l'image. C'est-à-dire si en gros vous voulez avoir des infos sur, par exemple, quand le sous-marin, le Kursk, a coulé, ben, en fait, il va vous inciter à aller chercher par vous-même. Le Oui, il y a un film ne va film pas qui s'appelle par exemple l'expliquer. Kursk qui est sur C'est ça. ça. Et en fait, après, à nous de voir les œuvres autour qui peuvent éventuellement nous parler plus en détail de C'est certains événements. C'est tout à fait ça. Par contre, ce qu'il va essayer de déminer, donc ce qu'on ne connaît pas, c'est vraiment tous les arcanes du pouvoir et les jeux de pouvoir qu'il pouvait avoir derrière, et aussi l'impact, par exemple, médiatique. Et vraiment, c'est ça qui est intéressant. Donc, encore une fois, il ne cherche pas forcément de la précision Mhm. historique ou de la description de certains événements qui sont passés, mais plutôt voilà, à décrypter le déroulement un peu en coulisses. Oui, dans le même genre, on avait The Apprentice, qui était plus ou moins un biopic sur les premières années de Donald Trump, bien avant qu'il devienne président, qui avait vraiment la même esthétique. Il y avait beaucoup d'images d'archives un peu VHS. Au fur et à mesure du film, d'ailleurs, l'image changeait avec des ratios différents pour montrer justement l'évolution à travers les différentes décennies. Ça se concentrait entre les années 1973 et 86. Et du coup, il y a un peu le même point de vue et pareil, de la même manière, il y avait un homme derrière Trump pour le façonner, qui était Roy Cohn, qui était un avocat célèbre à cette époque et qui était le mentor de Trump. Et on voit presque un peu une filiation entre ce film et en même temps le conseiller de Poutine qui est derrière lui, Mmh, qui le conseille, qui lui dit comment façonner son image de marque d'une certaine mmh, manière. Et c'était intéressant de voir qu'il n'y a pas tant de films que ça mmh. qui traitent de personnalités qui sont encore en vie, qui sont là généralement, souvent ça pose le problème de se dire quelles vont être les répercussions, ce qu'il va y avoir, voilà, soit des procès, soit même des craintes plus grandes. Et donc, du coup, Azaya s'est attaqué du coup, Mmh. avec Poutine à quand même une personnalité majeure internationale qui du coup, fait qu'il y a un gros enjeu Mmh. sur le film. Quoi. Et que Jude Law, du coup, a parfaitement embrassé dans son interprétation. Et du coup, on Mmh. peut passer peut-être aux acteurs pour dire Ouais.
que, ben, franchement, Jude Law, incarnation vraiment crédible. Mmh. Il reste, sobre, tu vois? Il en fait pas des caisses. Il surjoue pas, mais il est très convaincant, quoi. Oui, on sent qu'il s'est vraiment documenté sur le rôle. Sans J'ai essayer de le singer, C'est mais ça, c'est ça. On est dans une inspiration et pas une imitation, je voilà. pense. J'ai lu qu'il avait beaucoup échangé avec l'auteur du roman, qui semble s'être beaucoup Mmh. documenté. Donc vraiment, il a eu une approche. Mais c'est un peu la mouvance de tous les acteurs qui doivent incarner des personnalités, connues et comme ils savent qu'ils n'arriveront pas à retranscrire exactement pareil, ils essaient quand même d'en créer leur propre Hmm, version. C'était la même chose avec Sebastian Stan, justement avec Trump, où il y avait quelques mimiques par-ci par-là, mais du coup, il n'avait pas nécessairement la même voix. hmm. C'était plus une incarnation, voilà, une autre manière En tout cas, il y a de quelque chose traiter le dans le personnage. regard, un côté à la fois dur et froid. Mhm. Il a un côté glaçant, je trouve, Jude Law. Il est loin de son côté. Ah oui, on est loin de The Holidays. Voilà, mais en tout cas, bravo pour son interprétation. Et après, donc, on va passer à Paul Dano, évidemment, qui joue Vadim Baranov. Alors, le fameux Paul Dano, dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, parce que Quentin Tarantino a dit que c'était un acteur médiocre. Et du coup, tout Hollywood et même tout le monde s'est mis à prendre la défense finalement de Paul Dano, parce que bon, Paul Dano, c'est un acteur qui a toujours choisi des rôles un peu compliqués, que ce soit dans There Will Be Blood ou même dans The Batman où il joue le méchant, qui joue l'homme mystère et qui est du coup très tourmenté. Il jouait dans Prisoners, un personnage très trouble. Enfin, il a toujours eu des choix de carrière intéressants, même dans Little Miss Sunshine où il était mutique et on Ah, sentait toute sa super dedans, souffrance. Et en ouais. fait, c'est un acteur assez atypique qui est Il, très bien il est talentueux, ouais. et, et dans ce film, ce qui est étrange, voilà, c'est qu'il a un côté très, ben, lui, froid aussi, mais d'une autre manière. C'est presque comme une sorte, je sais pas, une machine qui sait exactement ce qu'il veut faire, qui a perdu son humanité un peu d'une certaine Mm. manière, Il est et très très cynique. lucide, Il est très lucide, ultra très cynique, ouais. cynique. Ouais, ouais, ouais. Comme tu dis, il a perdu une forme d'humanité ou alors il est complètement rentré dans un rôle et c'est un peu la mise en Il a abîme perdu avec une son forme côté, d'insouciance. artiste Mhm. du début. C'est comme s'il était rentré dans son rôle, il était devenu prisonnier de son rôle. Et des fois, on sent qu'il dit tout haut des choses qui sont un peu à contre-courant, ou Mhm. des fois, voilà, il dit tout haut ce qu'il pense vraiment, mais néanmoins, il dit lui-même, bah, c'est pas parce que je pense autre chose que je ne vais pas aller à l'encontre du pouvoir, c'est je vais faire ce qu'on me dit de faire. Mhm. Et donc, il y a un côté très cynique dans ce personnage. Et Mais c'est là où le film a peut-être rendu vraiment fictionnel ce personnage, c'est à travers du coup le personnage d'Alicia Vikander qui, au moment de leur rupture, par exemple, c'est peut-être présenté comme étant le moment perturbateur, oui, où qui c'est va à ce faire qu'il moment-là devient qu'il va ambitieux, basculer, quoi. tout à fait. Alors qu'on aurait pu imaginer qu'il serait resté cet artiste un peu. Euh, Ouais, tout à fait. Et ce qui est étonnant, c'est que donc Xenia, qui est jouée par Alicia Vikander et qu'on suit aussi plusieurs années, ouais. c'est l'élément déclencheur sur le fait qu'il devienne ambitieux, mais c'est aussi le seul élément qui rend Baranov humain. Oui, Donc sur il y la a fin ou la vraiment, dernière moitié du film, en tout tout à cas, fait, qui euh, l'humanise vraiment. qui le remet sur les pieds Mm, sur terre, quoi. mm. Et ce que je trouve intéressant avec Alicia Vikander, alors de manière générale, les personnages, alors je vais pas, ils sont pas caricaturaux au sens où moi je trouve qu'ils sont plutôt bien écrits, mais par contre ils sont, comment dirais-je, Je trouve qu'il représente presque plus une idée que réellement des c'est ça, personnages. c'est C'est presque abstrait exactement parce que ça. finalement, c'est quand même. On a, on a, on a du mal à croire, je trouve, en la relation entre Alicia Vikander, enfin son personnage, et le personnage de Vadim. Mhm. Et il n'y a pas une alchimie qui fait que ça tomberait sous le sens, tu vois, de se dire de. Et je trouve que l'idée des personnages qui représentent des idées, c'est un peu ça. On va dire chaque personnage présente, que ce soit Vadim, que ce soit Xenia, ou même que ce soit le personnage de Boris Berezovsky, qui est l'ancien apparatchik oligarque russe. Mhm. En fait, on voit un peu à chacun des personnages un peu l'impact que l'évolution de l'histoire russe sur les dernières années a fait sur eux. C'est-à-dire que
Xenia, elle incarne la liberté, l'envie de se libérer. En même temps, elle a une énorme forme de mélancolie parce que voilà, elle n'arrive pas à vraiment trouver sa place dans cette Russie qui s'est à un moment donné ouverte, puis ensuite elle s'est refermée. Donc on la sent complètement perdue dans ce monde. Mhm. Vadim Baranov, c'est le personnage qui a envie de se faire sa place dans ce nouveau monde au point de perdre complètement son humanité. Et Boris Berezovsky, on pourrait le considérer un petit peu excessif et un petit peu caricatural, mais ça montre aussi le désarroi des oligarques russes qui ont perdu complètement leur place dans la Russie, qui doivent être exilés et qui en souffrent. Et je trouvais que c'était des personnages voilà, très marqués. Euh, on ne cherche pas à ce qu'il y ait une palette de sentiments et un jeu incroyable, mais voilà, ces personnages marqués font que je l'ai trouvé aussi très intéressant à chaque fois. Et puis elle sert un peu de conscience morale euh, par rapport au personnage de Vadim. Xenia, Ouais. ouais, Et, tout à fait, ça l'humanise. et Mm. presque, oui, ce côté critique aussi sur ce qu'il fait, et du coup, qui va peut-être le faire changer de point de vue sur la chose, ce qui va peut-être l'amener aussi à sa retraite, À sa d'une certaine manière. retraite, oui. Mais bon, est-ce que le personnage de Xenia est vraiment véridique, ou est-ce que c'est vrai Oh, grosse part de ça, fiction? Ça ressemble plus à un levier narratif tout pour à ce fait. film, et c'est là où voilà, on sort du biopic, je pense, avec ce personnage-là qui, d'une certaine manière, peut paraître un peu artificiel juste pour que le récit aille où on veut qu'il aille. Parce Tout que à si ça se fait. trouve, le truc était aussi très froidement, c'est juste le personnage de Vadim qui était juste un gros requin amoral et ultra cynique, et qui pourrait être comme ça jusqu'à la fin de sa vie, et du coup qui aurait pas forcément cette idée de rédemption qui est fait ici, parce que voilà, film américain, film français, mais du coup un peu à l'américaine, ou à l'occidental on va dire, où il faut qu'il y ait un peu des retournements de situation pour qu'on puisse aussi s'attacher au personnage, parce que sinon on aurait du mal à avoir un point d'ancrage, je pense, dans ce personnage. Il y a de ça, ce besoin de point d'ancrage et de créer un minimum d'empathie, sinon le film, c'est vrai, est très très froid. Mais je pense aussi, recherche d'avoir des personnages marqués pour montrer en fait plusieurs archétypes de personnes russes et comment ils ont pu vivre tout ça. Mhm. Et je trouve que c'est un personnage très intéressant, beaucoup plus profond que ce qu'il n'y paraît, notamment dans ses jeux de regard, dans ses attitudes. Donc voilà, je pense qu'il y a un côté deuxième niveau de lecture à Mhm. voir. Pas Non, il faut. seulement voir les personnages tels qu'ils sont à l'écran, mais plutôt, comme tu disais, les idées ou les archétypes qu'ils ont voulu montrer Mais c'est pour derrière. ça qu'il faut vraiment le voir comme un thriller de fiction, et pas du tout comme un biopic. Même si c'est précisé au début avec un intertitre au début pour nous expliquer ça, il faut presque le voir comme on a pris ce personnage et il nous permet de remonter dans le temps presque, et de Mm. suivre l'histoire de la Russie comme ça, un peu à la manière d'un, bon, euh, entre guillemets, d'un Forrest Gump, où du coup, par le personnage de Forrest Gump, on a toute l'histoire de l'Amérique sur une trentaine d'années, voire plus, Mm. à travers ses yeux. C'est juste une manière de, comme ça, de traverser le temps et une période, quoi. Mm. Et voilà, c'est intéressant. Il y a le personnage de l'américain qui vient rencontrer Vadim au Mhm. début, qui est joué par Roland. voilà, Roland, qui est joué par Jeffrey Wright, un acteur que j'adore, mais qui là est vraiment sous-exploité. C'est sympa de le voir passer, tu vois, mais je trouve que c'est très dommage qu'il soit comme ça sous-exploité, et surtout qu'à des moments, ils sont tous les deux à parler en disant j'y étais aussi à cette Mm. période-là en Russie, on n'a pas son point de vue en, À lui, ouais. alors qu'au début, c'est lui le narrateur en voix off. Donc il aurait pu y avoir un partage des flashbacks ou des scènes. Mm. Et donc c'est un peu dommage, ça fait deux fois. On a dans Wake Up Deadman aussi, où Ouais. on voyait juste passer une tête, comme si c'était juste un acteur qu'on pouvait reléguer au rang De de second personnage rôle, secondaire, ouais. alors que Mm. je trouve que depuis, c'est quand même un acteur qui a vraiment prouvé euh, son charisme et son talent, quoi. Mais bon, voilà, c'est un détail. Bon, on peut passer éventuellement à la mise en scène. Mhm. Donc c'est une production majoritairement française, parce que Olivier Assayas est un réalisateur français, et bon, tourné en anglais donc pour les raisons qu'on a données avant, pour le financement, pour la sécurité du, du montage voilà, Financière. financier du, Mm. du Et projet. le côté commercial aussi, qu'on peut comprendre. Mhm. Alors moi, Olivier Assayas, j'avais déjà vu des films de lui très intéressants, souvent des films qui passaient à Cannes. Il avait fait Personal Shopper et Sils Maria, donc deux films avec Kristen Stewart.
Il a fait une série qui s'appelait Irma Vep avec Vincent Macaigne et Alicia Vikander, qui était donc déjà là. On sent que ça pourrait être un peu une forme de muse un peu pour Olivia Mmh. Assayas, en tout cas, il aime bien travailler avec elle. C'est un réalisateur qui aime beaucoup parler de cinéma, de théâtre, de mise en scène, donc je trouve que ça va bien aussi avec, d'une certaine manière ici, avec Mmh. un peu cette mise en abîme, cette métaphore de la mise en scène du plateau, justement, avec ce qu'on disait avant sur Poutine et les arcanes du pouvoir. Donc c'est comme les backstage, en gros, Mmh. d'un tournage ou en tout cas d'une machinerie cinématographique, mais là Mmh. c'est politique. On s'ennuie pas. On s'ennuie pas. Il y a des intertitres entre Mmh. chaque période, sans doute pour avoir un rappel un peu littéraire, d'avoir des chapitrages comme ça, avec une direction artistique ou en tout cas du design graphique Mmh, qui différent à change chaque à chaque fois, fois. qui peuvent coller avec ce côté justement un peu punk rock dans le sens, voilà, Oui, la musique des fois est un ça peu pourrait punk faire rock. kitsch, mais voilà, il y va à fond, c'est pas grave, ça rend le film un peu plus vivant. Mmh. Le film a été tourné en Lettonie, pour des raisons évidentes que difficile de tourner en Russie en ce moment, d'autant plus avec un sujet qui parle de Poutine, pas forcément d'une manière très positive. Et donc du coup en Lettonie, ils ont retranscrit complètement la ville de Moscou, Saint-Pétersbourg et même la Suède. Et là où dans beaucoup de films, souvent c'est tourné en intérieur, Mmh. on sent il y a toute une machinerie qui est faite pour que voilà, il y a beaucoup de fond vert. Par les fenêtres, on va juste voir le Kremlin au fond. Mais il y a toujours un peu un côté un peu artificiel parce qu'on sent qu'ils n'ont pas les moyens de ça. On avait écouté une interview de Olivier Azayas qui justement disait il a mis tout l'argent, il a essayé de le mettre un maximum Mmh. dans l'image, dans ce qui apparaît. Et c'est une manière de fonctionner qui est bien parce que du coup, le film, en effet, on y croit à Mmh. 100%. Ouais, Il les a décors réussi sont somptueux, ouais. à recréer une ambiance à travers Mmh. le temps, même dans les décors, dans les objets, le moindre accessoire, Mmh. tout ce côté post-guerre Soviétique. froide Mmh. soviétique qui est ultra bien retranscrit et Mmh. c'était vraiment très agréable. Et on Mmh. n'avait pas l'impression d'être voilà, dupé sur ça. Hum, Qu'est-ce que tu voudrais dire sur la mise en scène de ton côté? Je Tu as tout dit. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Les décors sont Par vraiment, exemple, super, et comme tu dis, on a l'impression d'être immergé dans une ambiance alors que finalement les décors sont surtout, intérieurs, mhm. et malgré tout, voilà, ça fait pas fake. Donc voilà, en gros, notre avis sur le film. Mmh. On pourrait encore en parler pendant longtemps, mais voilà, ce qu'on peut dire, c'est aussi la fin du livre qui est différente du film, Mmh. parce que Qui du fait coup, aussi débat. voilà, parce qu'au final, à la fin, il se fait assassiner. On imagine par Poutine comme si c'était, voilà, on ne peut pas quitter ce monde comme ça sans Mmh. impunité, de la même manière que les oligarques qui sont allés s'exiler à Côte d'Azur parce que du coup ils étaient un peu chassés de la Russie, qui s'étaient exilés. Euh, et donc là, le personnage de Vadim, voilà, ne profitera pas du coup d'une D'une retraite, retraite. mais va être éliminé pour. Mmh. Alors moi, je prends cette fin plutôt comme une fin symbolique, parce que sinon, c'est vrai que ça serait un petit peu grossier, surtout qu'en matière de montage, Ça ça arrive se juste fait. après que l'autre parte en Oui, et voiture. encore, on voit Ouais, encore sa voiture à la loin, au loin, donc je pense qu'il y a un côté assez symbolique, et comme tu dis, sur la difficulté finalement de quitter un système, même quand on pense en être sorti. Mais voilà, c'est une fin différente du livre. En écoutant des interviews d'Assayas, il s'avère qu'il a mis très très longtemps avant d'avouer ah oui, à à l'auteur l'écrivain, du ouais. livre qu'il changeait sa fin, et d'ailleurs Giuliano De Empoli était pas très content, mais voilà, je trouve que ça apporte un petit côté thriller et cinéma qui aurait peut-être été, enfin, qui est bienvenu, je trouve, et suscite à la réflexion, alors que si ça avait été la même fin du livre, peut-être qu'on aurait trouvé ça un petit peu plat et un petit peu Mais trop Azayas se disait que c'était un romanesque. peu comme s'il échappait du coup à tout ce qu'il a fait et que Mmh. c'était peut-être trop gentil pour le Mmh. personnage, donc il a créé quoi, cette fin un peu plus tragique, on va dire d'une certaine manière. Mmh. Et voilà, bon, donc le film, globalement, nous, on a passé un très bon On a moment. plutôt aimé, Le oui. film est quand même, dans sa manière d'être construit, simple, c'est la mise en scène
pas de flamboyance ou quoi que ce soit. Mmh. C'est quand même très I classique, la mais la scène, il y a de la des fête, elle est moi, j'ai trouvé ouais, elle assez est sympa, incroyable. les Ouais. on va dire que c'est plus dans le montage et dans l'énergie, Mmh. qu'il a réussi à vraiment sortir un film, haletant. Et là où beaucoup de biopics sont un peu plan-plan, voilà, celui-là, il a au moins échappé à ça, et ça, c'est vraiment chouette. Mmh mh. Et toute la retranscription d'époque, et cetera, est tellement riche que du coup, Mmh. c'est agréable. Il y a pas ce côté, où on sent que ça manque d'ambition, ou qu'ils avaient pas les moyens. Là, c'est vraiment, ils ont fait en sorte Mmh. que même s'ils avaient pas les moyens, d'être généreux, de donner un souffle un peu épique à tout Mmh. ça. Et donc, c'est agréable à suivre. Voilà, après, les dialogues, sont un peu surlignés par, la voix off. Mmh mh. Ça peut faire débat, peut-être qu'il y a des gens que ça dérange pas, d'autres, si. Souvent, ça paraphrase Mmh. de C'est manière un peu vrai. scolaire ce qui se passe à l'écran, Ouais. et ne laisse pas la la confiance dans le Mmh. spectateur de comprendre tout seul, ce qui va se passer. C'est vrai que Et c'est c'est un très peu, écrit. voilà, c'est peut-être Mmh. un peu dommage pour ça. Et on imagine le même film qui s'embarrasse pas autant de voix off et d'explications, didactiques comme ça. Vous avez le même film, mais qui pourrait être pris beaucoup plus au sérieux, mais bon, Mmh. à part ça, voilà, c'est moi, je trouve ça un film intéressant, Ouais, surtout, c'est un bon compte tenu du film. contexte géopolitique. Ça permet en tout cas, de cerner tout un tas de tenants et d'aboutissants, Mmh. de manière un peu plus simple. Et puis en même temps, voilà, c'est quand même cool de voir, Jude Law jouer Poutine, quoi. Je trouve il est vraiment convaincant, Il est et très voilà. convaincant. Bon, ben, on va vous laisser sur ça. On se retrouve prochainement pour un autre film. N'hésitez pas à laisser un commentaire, si vous voulez en débattre. Et voilà. À bientôt! Salut!